4 jours seulement avant l'élection présidentielle américaine de 2004, une nouvelle cassette fait son apparition dans les actualités. L'élection entre George Bush et John Kerry était dominée par les décisions de politique étrangère à la suite des attaques du 11 septembre. Cette cassette, publiée par Al Jazeera, montre Oussama Ben Laden rétabli, revendiquant plus directement les attaques qu'auparavant. La mise en scène de cet enregistrement, dans lequel Ben Laden tente de se présenter comme une figure légitime s'adressant directement à la nation qu'il a attaquée, est un rappel douloureux que l'homme le plus recherché de la planète doit se sentir quelque peu en sécurité là où il se trouve. Au même moment, au siège de la CIA en Virginie, où une unité spéciale était chargée de trouver Ben Laden, pratiquement toutes les pistes s'étaient refroidies à ce moment-là. Une situation d'autant plus frustrante qu'il y a presque 3 ans, il croyait être proche de l'attraper. À la fin de l'invasion américaine de l'Afghanistan en 2001, les combattants d'Al-Qaïda avaient été repoussés dans la partie est du pays. Ici, ils se barricadèrent dans la grotte de Tara Bora, et les agences de renseignement américaines soupçonnaient Ben Laden d'être parmi eux. Soutenus par les Américains, les tribus afghanes locales combattirent à travers le terrain et des frappes aériennes lourdes furent effectuées. Mais au moment où la bataille fut gagnée, Ben Laden avait déjà fui. Après la fin des combats, seulement une vingtaine de personnes furent arrêtées, et la CIA resta les mains vides, ayant manqué ce qui aurait pu être une opportunité unique de capturer le chef d'Al-Qaïda. Mais au moins une des personnes arrêtées ici ouvrirait finalement une piste pour les enquêteurs. Avant sa capture, Mohamed El-Qahtani était inconnu des enquêteurs. Il niait toute connexion avec Al-Qaïda et disait qu'il était en Afghanistan pour poursuivre son intérêt pour la fauconnerie. Mais lorsque les enquêteurs prirent ses empreintes digitales, ils trouvèrent une correspondance dans leur système. Ils découvrirent que quelques semaines avant les attaques du 11 septembre, il avait tenté d'entrer aux États-Unis, transportant 2800 $ en espèces et voyageant avec un billet aller simple. L'agent des douanes devint suspicieux envers El-Qahtani et lui refusa l'entrée au pays, craignant qu'il ne cherchait à immigrer illégalement. Les enquêteurs savaient également que le même jour, un appel avait été passé de l'aéroport d'Orlando à un numéro de téléphone d'Al-Qaïda aux Émirats arabes unis. Ce numéro avait été surveillé, et le fait qu'Al-Qahtani se trouvait à l'aéroport au même moment poussa les enquêteurs à établir une connexion entre ces événements. Les agents du FBI passèrent en revue des piles de séquences de surveillance de l'aéroport, cherchant d'autres pistes, et finirent par réussir. Ils purent identifier une voiture qui, à l'époque, était louée par Mohamed Atta. Atta était le chef de file des attaques du 11 septembre et pilotait le vol américain Airline 11, qui avait percuté la tour nord du World Trade Center. Il fut conclu qu'Atta attendait à l'aéroport pour récupérer Al-Qahtani. On croit largement qu'Al-Qahtani était destiné à être l'un des pirates de l'air vol United Airlines 93. Qui n'a pas atteint la destination prévue par les attaquants car il s'est écrasé en Pennsylvanie alors que les passagers tentaient de reprendre le contrôle. Avec cette connaissance, Al-Qahtani fut interrogé et il fut l'un des nombreux captifs d'Al-Qaïda qui, dans les mois et années à venir, permirent aux enquêteurs de mieux comprendre le fonctionnement interne du groupe. Abu Zubaydah, un logisticien du groupe, fut arrêté en mars 2002 et offrit à la CIA des informations selon lesquelles Khalid Sheikh Mohammed, qui était le commandant opérationnel d'Al-Qaïda, avait planifié les attaques contre l'Amérique. 1 an plus tard, il fut également arrêté. Et Al-Qahtani révéla qu'en juillet 2001, en préparation des attaques, Khalid Sheikh Mohammed l'avait présenté à une personne jusqu'alors inconnue de la CIA, Abu Ahmed Al-Kawaiti, qui entraîna Al-Qahtani à la sécurité opérationnelle. Tout cela permit aux enquêteurs de mieux comprendre la structure d'Al-Qaïda, des opérateurs moins entraînés, une couche de commandement et de planification avec Ben Laden à sa tête. Cependant, ils n'avaient toujours aucun indice sur la localisation de Ben Laden. La CIA traçait les relations pour identifier qui était en contact étroit avec lui et comment il communiquait depuis sa cachette. Le réseau privé de Ben Laden, notamment les membres de sa famille, furent également scrutés. Pourtant, aucun contact ne fut trouvé entre Ben Laden et les membres de sa famille qui pouvaient être localisés. Ce que la CIA savait, c'est que Ben Laden continuait à envoyer des messages. Au fil des années, de nouvelles cassettes audio apparurent, prouvant qu'il communiquait avec les membres de la direction d'Al-Qaïda. La stratégie de la CIA était donc de traquer le réseau de coursiers. Ce sont les personnes qui transportaient les informations. À la mi-janvier 2004, les forces de sécurité kurdes arrêtèrent un homme nommé Assam Gul,
qui portait une lettre destinée à Ben Laden. Ghoul fut remis aux Américains, qui l'interrogèrent et obtinrent des informations cruciales. Une personne clé pour retrouver Ben Laden était déjà dans le radar de l'agence. Hassan Ghoul affirma que c'était Abu Ahmed al-Kawaiti qui opérait comme coursier personnel de Ben Laden. Alors que l'enquête se focalisait sur Kawaiti, les enquêteurs reçurent des informations contradictoires sur son rôle au sein d'Al-Qaïda. Alors que Hassan Ghoul décrivait un rôle plus important pour Kawaiti, indiquant qu'il connaissait bien à la fois Khalid Sheikh Mohammed et son successeur Abu Faraj al-Libi. Khalid Sheikh Mohammed, quant à lui, niait un rôle majeur de Kawaiti, affirmant que ce dernier avait pris sa retraite depuis longtemps et était inactif. En mai 2005, Abu Faraj al-Libi fut également arrêté au Pakistan et lui aussi nia vigoureusement l'importance du rôle de Kawaiti. Les enquêteurs interrogeaient également un guide nommé Ambali, l'ancien chef du groupe affilié d'Al-Qaïda en Asie du Sud-Est. Il affirma que Kuwaiti jouait un rôle clé, car c'était lui qui gérait une maison sûre à Karachi au moment où les talibans fuyaient l'Afghanistan. Les nombreuses déclarations contradictoires sur le rôle de Kuwaiti le rendaient d'autant plus intéressant. Le problème était qu'à part son nom, peu de choses étaient connues sur lui, et même ce nom n'était pas identifiable de manière unique, puisqu'il s'agissait d'un alias signifiant « père d'Ahmed du Koweït ». Bien que les informations cruciales aient été obtenues grâce à l'interrogation des prisonniers, les techniques utilisées étaient très controversées. De nombreux prisonniers furent soumis aux soi-disant techniques d'interrogation renforcées, ce qui impliquait des traitements abusifs, y compris la torture, tels que le waterboarding. Un rapport de la Commission du renseignement du Sénat de 2014, qui a examiné les interrogatoires individuels, conclut que ces techniques étaient inefficaces et n'ont pas aidé à obtenir des informations sur Ben Laden. En outre, il y a la question de savoir si les actions de la CIA, apparemment libérées des contraintes de l'état de droit, ne compromettent pas la sécurité nationale du pays. C'est un débat plus large que la portée de cette vidéo. Mais avec les enquêteurs à nouveau dans l'impasse, les prochaines informations ne viendront pas de leur propre travail. iPhone. Mr. Total Access Netflix. En 2007, la CIA a enfin obtenu les informations qu'elle cherchait, la véritable identité de Kuwaiti. Ces renseignements ne provenaient pas de leurs propres recherches, mais d'un service de renseignement étranger non identifié. Les informations révèlent que le véritable nom de Kuwaiti est Ibrahim Saïd Ahmed, un Pakistanais dont la famille avait déménagé au Koweït. Mais bien qu'ils aient attendu 2 ans pour obtenir son nom, il faudra encore des années pour qu'ils puissent le localiser. En juin 2010, Kuwaiti et son frère changèrent leur façon de communiquer avec leur téléphone portable, un fait qui permit de déterminer la géolocalisation des appels passés. La NSA avait reçu d'un pays tiers des numéros de téléphone soupçonnés d'être liés à Kuwaiti, et ceux-ci furent interceptés. Parmi les innombrables conversations surveillées, un homme se distingua car il correspondait au profil de Kuwaiti. Il parlait un mélange d'arabe et de pashto, la langue parlée dans le nord-ouest du Pakistan. Et lors d'une conversation avec un ami dans le golfe Persique, l'homme esquivait la question de sa localisation, répondant cryptiquement qu'il était avec les mêmes personnes qu'avant. De plus, les enquêteurs reconnurent que cet individu faisait de grands efforts pour éviter d'être suivi. Son téléphone portable était éteint la plupart du temps et il semblait ne l'allumer que lorsqu'il se trouvait dans la région autour de la ville de Peshawar. Comme il devenait de plus en plus certain que cet individu était Kuwaiti, les efforts commencèrent pour le suivre sur le terrain. En août 2010, un agent pakistanais de la CIA parvint à l'identifier dans sa voiture à Peshawar. De là, il fut suivi discrètement jusqu'à sa maison. La grande maison surprit les enquêteurs. Les agents avaient supposé que maintenant que Kuwaiti avait été identifié, ils le surveilleraient jusqu'à ce qu'il s'approche de la cachette de Ben Laden. Mais en observant l'énorme complexe dans lequel vivait Kuwaiti, les enquêteurs pensèrent qu'il pourrait déjà y être, que Kuwaiti pouvait vivre sous le même toit que Ben Laden. Bien que Washington n'en soit pas entièrement sûr à l'époque, Ben Laden était localisé. Et une chasse à l'homme qui avait été la priorité depuis les attaques du 11 septembre arrivait à son stade final. La tâche n'incombait plus aux agents du renseignement, mais à une équipe d'unités spéciales qui savait très peu de choses sur ce à quoi s'attendre en faisant un raid sur ce complexe. Le 1er mai 2011, à 23h heure locale, 2 hélicoptères Black Hawk équipés d'une technologie furtive secrète décollèrent de Jalalabad Airfield et se dirigèrent vers le complexe de Ben Laden. La mission est compliquée par le fait que le gouvernement des États-Unis a décidé de ne pas informer le Pakistan de l'opération.
Cela signifiait que les Navy SEALs devaient éviter de se faire remarquer, ce qui semblait particulièrement difficile étant donné que le complexe de Ben Laden était situé juste à côté d'une académie militaire pakistanaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la traque et l'opération contre Ben Laden. Nous savons que cette histoire est fascinante et nous avons une bonne nouvelle, une partie 2 est en préparation. Cependant, produire ce contenu prend du temps pour garantir la meilleure qualité possible. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour être les premiers à savoir quand elle sera disponible. Nous l'épinglerons en fin de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder facilement dès sa sortie. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos questions ou suggestions dans les commentaires. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour la suite.